Allez, ça tourne. Bon, bah, je vous reprends. Je vous les ai laissés un peu dans l'expectative dans la dernière vidéo. On en était aux lampes de puissance. Alors j'ai coupé parce que la vidéo allait être longue, j'avais encore pas mal de choses à dire, et il y a un dernier épisode parce qu'il est terminé, il fonctionne très bien. Et je me suis dit, je vais faire le point de tout ce que j'ai fait dedans, dans ce dernier épisode. Et donc, je vais parler des lampes de puissance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Je vois la tension, la haute tension qui s'écroule. Mais alors, on passe de 460 à 200. J'ai coupé, je crois, à 280, quelque chose comme ça. Donc, je coupe évidemment. Je vérifie tout. Rien. Je rallume, puis je regarde, j'attends. Et en fait, ça se stabilise vers les 250 volts, à peu près. Au lieu de 410, quand même. Donc, je me dis, il y a quand même un truc qui ne va pas. Alors déjà, première grosse bêtise, si vous avez regardé la vidéo, j'avais ma lampe ballast. Donc je perds 50 volts hein, avec cette lampe ballast, là c'est une 100 watts à filament, je perds 50 volts sur le 240. Donc déjà, mais je m'en rends compte vite, hein, donc j'enlève la lampe ballast, déjà je gagne à peu près 50 volts. Mais c'est loin d'être suffisant. Il faut 410 volts. Et j'étais à peu près à 350 volts, 340, entre 340 et 350 volts. Faiblard, je vérifie tout, je change les résistances de cathode, etc. en me disant, je les mesure, mais elles sont bonnes, mais des fois en chauffant les résistances carbone, elles peuvent changer de valeur. Donc je me dis, je change les résistances, j'en profite pour tout vérifier, les contacts des supports, des lampes, enfin tout, je vérifie tout, rien. Je regarde le transfo, je commence à m'intéresser au transfo, à l'ancien transfo, évidemment, le vieux transfo, qui est ici, le monstre, qui a déjà un peu morflé, quoi, puisqu'il était en court-circuit avec le châssis. Bon, je mesure, je vois rien de bizarre, mais je tire que 65 mA et je n'ai que 340-350 volts, on va dire 345. C'est un truc qui va pas, quoi. Ce que je fais, je prends un transfo de Deluxe qui traînait, là, que j'avais qui traînait, et je branche la haute tension à la place, et là, bouf, je remonte. J'ai mes tensions ma haute tension qui remonte à 400, quasiment 500 volts sans les lampes. Quand je mets les lampes, en chauffant, avec le courant de polarisation qui monte, j'arrive à 415 volts. Parfait. Je rebranche l'ancien, le vieux transfo, ça se réécroule. Je dis, bon, bah ok. J'ai pigé le transfo. Alors, on a là quand même la réponse à cette énigme. Pourquoi il y avait deux transfos d'alimentation en parallèle derrière les diodes? Ah ben maintenant, là, on a la réponse, c'est que ce transfo-là s'écroulait. En fait, c'est un espèce de monstre. Hein. Il est super lourd. Il est gros. On pourrait croire qu'il tient largement pour 2EL34. Eh ben non, il s'écroule complètement. C'est pour ça qu'il y en avait deux. Il y en avait deux en parallèle. Ah, évidemment, je peux pas, j'appelle Nico, puis je lui dis je peux pas remettre les deux en parallèle. Déjà, l'autre, il est là. Il est cassé, donc bon. Donc on a décidé de le changer. Et j'ai mis à la place un beau transfo Hammond 290 GX que j'ai acheté chez Mouser. Mouser, ils ont des transfos qui sont pas mal. Et
il est fait pour un JCM 800 2204. Le JCM 800 2204, c'est un ampli Marshall avec 2 AL34. Parfait. Tout est parfait. En plus, il y a un enroulement 6,3 volts à point milieu. Donc, je peux virer le potentiomètre qu'il y avait pour régler la ronfle filament. Tout est parfait avec ce transfo-là. Donc, je me suis retapé un câblage complet du transfo pour l'adapter. Bon, coup de peau, les fixations du transfo, là, de ce transfo, sont exactement les mêmes que le gros transfo qu'il y avait à la base. Le gros transfo, d'ailleurs, tiens, je vois, il y a une marque. Mes lunettes. La marque, c'est Labir. L-A-B-I-R. Inconnu. Donc, bah voilà, on a un énorme transfo. Alors, c'est le genre de transfo qui va servir à rien parce que s'il n'est pas capable de... Vu sa taille, s'il n'est pas capable d'alimenter des EL34, on va pas le mettre dans un truc à EL84, par exemple, qui consomme un peu moins, mais je veux dire, ce truc-là, c'est bon, il est bon pour la déchetterie. C'est dommage. Bon, on a décidé avec Nico de mettre quelque chose de... Là, c'est un beau transfo, c'est super. Voilà, donc un problème réglé. Autre problème, toujours avec les lampes de puissance, je regarde avec mon appareil là pour mesurer le bias, la polarisation, et avec les 415 volts et un transfo qui débite correctement, et on monte jusqu'à 95 mA par lampe. Alors 95 mA avec 415 volts de haute tension, ça nous fait 415 multiplié par 0,095 égale, ça nous fait 39,4 watts par lampe. Vous voyez le truc? Je ne m'étais pas méfié, moi, quand j'avais l'ancien transfo, parce que j'avais regardé le bias, et le bias, j'étais à 30 et quelques, parce que j'avais un petit 30 milliampères, parce que, en fait, j'avais mesuré la consommation au transfo, le courant que le transfo débitait, et j'avais 65 milliampères, avec les 3 lampes de préampli. Donc il s'écoulait complètement, quoi. Et effectivement, le bias était bon par contre. Ah ouais, normal. Hein. Donc avec ce transfo-là, les 415 volts et un débit en courant normal, là... Alors qu'est-ce qui s'est passé aussi sur ce bias? Moi je pense... Hein, à l'époque, on polarisait les EL34 très très fort, EL34, EL84, etc. Les lampes de puissance c'était la course à la puissance. Hein. Il était quand même donné pour 50 watts. Alors est-ce que c'est j'ai pas vu de différence sur le schéma au niveau des tâches de puissance. Donc j'allais dire, est-ce que c'est le grand-père de Nico qui l'a biaisé très fort? En fait, non, puisque tout est conforme au schéma. On biaisait vachement fort hein, à l'époque. Il faut dire aussi peut-être que la tension était moindre. Les transfos peut-être avaient une tension, parce qu'ils donnent pour 410. Là, je suis à 415, mais ça ne justifie pas. Je suis largement dans les clous. Hein. Donc, je me retrouve avec 95 milliampères sur chaque lampe, donc quasiment 40 watts par lampe. 80 watts avec 2 EL84, je peux vous dire, EL34. Je peux vous dire que les lampes, elles étaient chaudes, hein, sérieux. On ne doit pas dépasser 25 watts avec des EL34. Et l'idéal, c'est de les faire travailler à 70%. Alors, les lampes de bias, c'est-à-dire en fait, alors là il y a un bias automatique hein, là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglage de bias.
Et ce bias automatique, en fait, on prend comme référence la tension de cathode. Et la tension de grille numéro 1 doit être plus ou moins négative par rapport à la cathode. C'est-à-dire qu'en fait, on fixe la tension de cathode et ça va déterminer le point de bias sur la grille numéro 1. Donc je décide de travailler sur les résistances de cathode. Il y avait des 470 ohms en parallèle avec 1200 ohms. Ce qui donne je ne sais plus combien, 328 ou je ne sais plus combien de ohms. J'ai retravaillé la polarisation, j'ai mis 2 1200K en parallèle, ce qui nous fait 600 ohms. C'est-à-dire que je suis passé de 300 et quelques, je ne sais plus combien, à 600 ohms. Et là, je fais débiter pour chaque lampe 20 watts, ce qui est tout à fait correct. Je vais vous montrer, puisqu'on parle de l'étage de puissance, on termine l'étage de puissance, et puis après je vais vous montrer, parce que j'ai fait plein d'autres trucs, je vous montre le bias que j'ai actuellement. Alors cette polarisation, tiens, je vous montre au passage, j'ai mis à la place du bouton qui coupait l'alimentation de le F86, le filament, j'ai mis un stand-by. Pouf. Donc là, avec un voyant. Alors ce sont des LED que j'ai mis, j'ai changé. Je vous expliquerai pourquoi. Et d'ailleurs, elle clignote au téléphone, mais bien évidemment, elle ne clignote pas dans la réalité. Donc voilà mon bias. Je suis à 52 mA. Vous voyez, là on a 50. Là on est 50. Celle-ci à 52, celle-ci un peu moins 51. Il y a une petite erreur de parallaxe, mais bon, on va dire 52. Hein. OK ? 52 mA, ça nous fait... Alors, 415 multiplié par 0.052 égale 21 watts 58. Génial. Donc, à l'époque, alors je sais que les premiers Marshall, les premiers Vox, etc., étaient biaisés, mais la folie, quoi. Ils avaient d'ailleurs la réputation d'être des bouffeurs de lampes. Et puis, il faut dire aussi qu'à l'époque, les lampes étaient plus costauds. Donc, on y allait. Et puis, les lampes, il y en avait partout. Puis, ça coûtait pas très cher. Maintenant, avec le prix des lampes actuellement, là, vu que ça a quasi doublé, ça commence à faire mal. Donc là, je suis pas tout à fait à 70%, mais j'ai une polarisation correcte. Et j'aime bien le son. Je vous montre aussi ce que j'ai fait. Tant qu'on est de ce côté-là, je vous montre ce que j'ai fait. Ici, j'ai fait une doghouse en laiton. On peut maintenant mettre ses mains n'importe où dans l'ampli. On risque plus de se prendre un coup de jus. L'ampli est parfaitement safe. D'accord ? Alors vous voyez les lampes, les EL34 sont très microphoniques. Je ne sais pas si vous entendez, mais quand on tape dessus, alors elles sont à changer. J'ai des électro-harmoniques, j'ai fait un test avec des électro-harmoniques, c'est assez sympa, mais bon, il faudra voir ce que veut faire Nico. Il veut peut-être mettre une autre marque de lampe. Je verrai ça avec lui de toute façon. Donc là, j'ai mis une doghouse. J'ai isolé aussi la self ici avec du Kapton. C'est un scotch qui résiste à la chaleur jusqu'à 250 degrés, je crois, ou 280, je ne sais plus. Vous voyez les condensateurs ici qui ont été changés, que j'ai rajoutés d'ailleurs, parce ceux-là étaient à l'intérieur. Donc je les ai ressortis avec des bons FET. Hein. C'est du FET les deux là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai percé des trous pour fixer, parce que je peux pas fixer ce châssis là sur les côtés, il n'y a pas de place là, on est juste au bord là. Donc avec des tiges filetées, je viens fixer en 3 points le châssis ici, ce qui fait qu'il ne bougera plus.
Je l'éteins. Je vais vous montrer une petite chose aussi. Je l'éteins d'abord. Ok. Je le débranche, comme ça on ne fera pas de bêtises. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le boîtier là pour l'alimentation, il n'y avait pas de flanc ici, ni devant ni derrière. Alors derrière, c'est un peu incompréhensible, mais devant, c'est compréhensible. Regardez pourquoi. La face avant est solidaire du châssis ici, de celui-là. Ok. Et vous voyez que il y a deux voyants qui rentrent en collision avec la plaque que j'ai rajoutée en inox pour solidifier l'ampli. On a les deux voyants ici, là, et vous voyez que ça rentre en collision avec la plaque. Donc j'ai fait deux trous et les voyants rentrent dans les deux trous. J'ai pas le choix, hein, regardez, j'ai pas de place. Déjà sur les côtés, quand on regarde comme ça, j'ai un peu de place peut-être pour attacher le... Et encore non, j'ai pas de place parce que je l'ai bougé là. J'ai aucune place. Là normalement c'est comme ça, vous voyez. Donc je peux pas fixer. Ça a été un peu mal pensé quand même, hein, dès le départ, mais bon, je me suis débrouillé avec des tiges qui passent à travers, et j'ai un écrou prisonnier. J'ai mis un écrou prisonnier en dessous sur la plaque en bois pour visser les tiges filetées. Ça, je m'en sors assez bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ben voilà, donc il est propre hein, maintenant, la petite doghouse en laiton que j'ai fait là, je me suis amusé à poncer un peu. Voilà, là ici la masse du blindage de la F86. Voilà, maintenant je vais vous montrer l'intérieur parce qu'il y a eu du boulot de fait sur l'intérieur comparé à ce que je vous avais montré les premières fois. Alors je ne sais plus ce que je vous avais dit au niveau de ce que j'avais fait là dans l'ampli. Donc je vous montre, j'avais refait cet étage-là, ça je crois que je vous l'avais montré. J'ai enlevé carrément tout cet étage-là, l'étage numéro 2, qui est l'entrée cristal et l'entrée micro, mais une entrée micro très bas de gamme, asymétrique, pour micro à charbon, etc. Donc ça n'avait plus aucun intérêt. Donc ça, j'ai viré. Il y a une lampe en moins. Ensuite, l'étage driver. J'ai retravaillé un tout petit peu la polarisation parce que je trouvais qu'il graillonnait un petit peu. Très légèrement, hein. J'ai pas fait des sbroufs. Parce que je respecte quand même, j'essaye de respecter au maximum le schéma d'origine hein, de l'ampli. Il s'agit pas de... Attendez, je regarde un truc. J'ai respecté je respecte le schéma d'origine. Hein. J'ai fait des toutes petites modifs. Le bias, c'est une grosse modif hein, quand même. Mais ça, je pouvais pas faire autrement. Ensuite, j'ai refait l'étage des phaseurs. Je l'ai refait entièrement parce que j'ai une patte qui a cassé sur le support. Donc, j'étais obligé de refaire tout le support entièrement. J'ai mis des orange drop TAD qui sont très bien. Je les trouve un peu gros, mais bon, tant pis. J'ai refait une partie En fait, la seule chose qui reste, ce sont les deux résistances là qui sont très bonnes. Sinon, j'ai refait une partie de l'étage de puissance avec des résistances neuves. Alors, pourquoi j'ai fait ça? J'avais des craquements. Alors, dans un vieil ampli, quand on a des craquements comme ça, il y a deux sources, hein, condensateur, lampe, trois sources, condensateur, lampe ou résistance. Vous allez me dire, on a fait le tour, hein, de toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus qui peut déconner. Condensateur, souvent, ça m'arrive très souvent, et surtout les condensateurs de filtrage. Ça fait le troisième ampli, là, coup sur coup, qui a des craquements, y compris d'ailleurs le Fender Deluxe Reverb de Camille Rustam, qui craquait là, et ça venait des condensateurs de filtrage et grave aigu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'avais des craquements, j'ai changé toute cette partie-là.
J'ai changé aussi les résistances carbone. Les résistances carbone vieillissent très mal. Il faut savoir qu'il y a des micro-fissures qui se créent dans les vieilles résistances carbone et il y a de l'humidité qui vient se mettre dedans et c'est ce qui provoque les craquements. Donc, moi, je suis vraiment pour changer ou en mettre des neuves, hein, mais bon, c'est un peu du vice de mettre des neuves. Hein. Il n'y a pas de mojo hein, dans les résistances carbone. Il n'y a pas de mojo, c'est de la connerie, ça. Bon. Si vous aimez le souffle, si vous aimez le bruit de fond, si, bon, bah, à la limite. Mais de toute façon, ce qui fait, en fait, la qualité d'un vieil ampli, c'est souvent ses dérives. Hein. Il a dérivé. Et on aime ça. On aime en guitare, et puis pour d'autres instruments aussi, on aime tout ce qui a un peu dérivé, qui fonctionne, qui soit pas trop hi-fi, quoi. Parce que c'est quand même des outils de créativité, c'est pas... On cherche pas parce que si on faisait de la hi-fi, si on amplifiait les cordes de guitare droites comme ça, avec, je sais pas, on a tous essayé de se brancher sur un ampli hi-fi à un moment ou à un autre. Vous avez vu l'horreur que c'est. Hein, donc, on cherche des amplis qui ont des défauts. Et puis ils ont des défauts, meilleur c'est. Donc effectivement, les résistances carbone, quand elles dérivent, bon, bah, l'ampli sonne un petit peu... pas forcément d'ailleurs, c'est pas forcément très heureux, hein. C'est un peu la loterie là-dedans. Mais bon, c'est tout un débat, ça. Donc, moi, je mets des résistances à film carbone, film métallique, faible bruit. Et d'ailleurs, il est très silencieux. Hein. Là, je l'ai vraiment bien apaisé. Il est très silencieux, il est très propre. J'ai fait autre chose aussi, ici, là, pour alimenter. Alors, j'ai modifié les voyants. Il y avait des néons à l'intérieur en 220. Je ne voulais plus qu'il y ait de 220 qui se baladent sur des fils volants comme ça, à la va comme je te pousse. Donc, j'ai mis des LED à la place. Mais les LED, évidemment, il faut les alimenter. Et il y a une méthode très sympa à faire, c'est de prendre une résistance d'assez forte puissance, parce qu'il y a quand même, on atténue quand même pas mal le courant. Il faut du 20 mA hein, pour les LED. On prend une diode, une résistance, on prend le 6,3 volts, et on fabrique une tension continue qui fournit 20 mA, alors ça c'est très important, 20 mA au LED. Alors là, il y a deux LED. Donc pour deux LED, j'ai pris une résistance de combien? De 50 ohms. Mais attention, c'est pour deux LED. Hein. Pour une seule LED, il faudrait changer la valeur. Je vérifie ma soudure. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, tous les potentiomètres changés, les condensateurs changés. J'ai laissé quelques résistances comme ça qui me paraissaient en très bon état. Évidemment, les condensateurs de cathode de puissance changée, du FET, hein, toujours. Moi, je prends du FET. Voilà, bah écoutez, pour ce qui concerne l'intérieur... Je peux pas vous dire grand-chose de plus. Après, je fais des petits ajustements, quoi, mais c'est rien du tout, quoi, pour avoir une bonne polarisation, puisque quand même, il y a les lampes d'origine. Hein. Il y a les lampes d'origine. Alors, petite remarque. Cet ampli est très peu bruyant. Il n'y a pas une ronfle. Alors, rappelez-vous ce que je vous avais dit. J'ai dit que j'étais curieux de voir les masses, comment le grand-père de Nico avait géré les masses. Et c'est pour ça que j'avais rien changé. Tout ce que j'ai refait, je me suis connecté exactement au même endroit pour ce qui concerne les masses et même pour le reste d'ailleurs. J'ai rien changé en fait à l'architecture de l'ampli, au câblage de l'ampli. Et bien m'en a pris puisqu'il n'y a pas une seule ronfle. Vous pouvez coller votre oreille au HP, il n'y a rien. Il y a un petit peu de souffle, ce qui est normal, c'est le F86, hein, ça souffle toujours un peu un étage d'entrée en F86, mais sinon c'est nickel.
Donc je vous ai dit un switch de bypass, hein, ça je vous l'ai dit. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, il fonctionne super bien, j'aime beaucoup le son. J'écoute sur un JBL, c'est un 130 je crois, les gros monstres là, des années 90, qui a super beau son pour... Ça, c'était mis dans les Fender, hein, ces amplis-là, sur demande, hein, c'est une option pour certains, pour les Twins, ce qui rendait quasiment votre ampli intransportable, parce que rien qu'un haut-parleur, déjà, je sais plus combien il fait de kilos, mais c'est une horreur, il y a un moteur énorme derrière. Donc j'ai testé là-dessus, ça marche super bien, c'est agréable. Il y a une saturation, moi je dirais qu'on est un peu... on est sur un Marshall, Marshall Voxien, on va dire un petit peu. C'est pas du pur Marshall, mais il y a un petit peu de Vox dedans, on va dire. Pas trop de Fender, je trouve qu'il est quand même un petit peu sale, ce qu'on aime bien. Enfin, ce que Nico m'avait dit, il est sale et j'aimerais bien garder cet aspect sale. Il est sale. C'est très bien. C'est très bien comme ça. Oui, les entrées, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Les deux entrées, je les ai modifiées, évidemment. On a viré les entrées. On a décidé avec Nico de virer les 4 entrées qui servaient strictement à rien, avec un réglage de gain bidon en entrée qui servait à rien. Et en fait, j'ai mis une entrée high, une entrée low, comme sur tous les amplis. Ce sont des entrées avec le F86 qui étaient utilisées par les Vox AC10, AC15. Il y avait aussi une autre marque, je ne sais plus, qui utilisait des F86 en entrée. Il y a eu pas mal de marques hein, qui l'ont fait à une époque. Ça a été abandonné parce qu'elles sont fragiles. On dit qu'elles sont fragiles. Bon. Elles sont un petit peu bruyantes. Mais ça permet d'ailleurs d'avoir des AT7 derrière. Alors j'ai fait un test avec des 12AX7. Je préfère presque le son avec les 12AX7. Il est vachement plus agressif et dynamique. Après, on peut choisir. De toute façon, Nico, il pourra s'amuser à les changer s'il veut pour voir un peu tous les types de sons. Par contre, le F86, on ne peut pas la changer. C'est pas compatible avec les 12AX7 ou 12AT7. Hein. Voilà. Écoutez, il tourne, mais vraiment très très bien. Je suis content. Là. Je suis arrivé à ce que je voulais. Mais donc c'est parfait. C'est parfait. Écoutez, s'il y a quelque chose qui me revient, je vous reprendrai. Je vais vous faire une petite... mettre des images à la fin, quand il sera entièrement remonté, puis j'ai les sérigraphies à mettre sur la face avant, c'est tout. Voilà, donc à plus pour la conclusion. Alors, bon voilà le petit pépère. Faites pas gaffe, c'est le bordel chez moi là. Dans mon atelier, j'ai fait des tonnes de trucs en même temps. Voilà l'ampli, terminé. J'ai refait une petite plaque en bronze là pour cacher les trous et puis j'ai mis une entrée height et low hein, comme tous les amplis. Volume, basse, aigu, bypass, marche arrêt, voilà. Et je le teste en ce moment sur un HP que je me suis fait. Alors la boîte, c'est une vieille boîte, très vieille, qui vient de l'armée. J'ai acheté ça une poignée de cerises sur le net. Et dedans, j'ai mis un JBL E120. Alors JBL E120, c'est un monstre. Qui était d'ailleurs utilisé, il y en a qui ont été utilisés. Alors il y a eu les D120 qui ont été utilisés dans les Fender, mais il y a aussi eu des E120 qui ont été utilisés. Ça, c'est moins connu. Ça pèse une blinde, mais le son est génial. C'est du JBL, hein, c'est-à-dire un son qui favorise un peu les aigus et extrêmement dynamique, réactif avec des attaques de malade. Alors j'ai mis ça dans une vieille boîte de l'armée que j'ai acheté sur eBay. Et regardez,
Ça appartenait aux ateliers militaires de la flotte, à Toulon. Alors ça avait été envoyé, c'est une étiquette d'envoi dans les années 70, mais la boîte est bien plus vieille. Alors je l'ai modifiée, j'ai mis 2 évents à l'arrière, parce qu'évidemment il fallait que le HP respire. Là j'ai mis une coupelle pour mettre un jack. Et sur les côtés, j'ai mis des fermetures comme ça. Donc, qui maintiennent en pression un joint qui est ici, parce que on ouvre, ça s'ouvre comme ça, c'est pas très pratique. Et voilà, et à l'intérieur, on a le E120, et j'ai mis de la matière anti-résonante, de l'isolant acoustique, qui est génial. C'est super lourd. Ça empêche de vibrer n'importe quoi. C'est pas donné, hein. Là j'ai un rouleau, j'avais utilisé ça pour ma salle de bain. C'est super cher. Et ça se vend que par rouleau, par gros rouleau. Donc j'ai tout ça en trop de ma salle de bain. Et la marque c'est Duralay Underlay Expert Since machin. Duralay. Et ça, mais c'est d'une densité incroyable. Et ça insonorise vraiment très très bien. Voilà le HP ici, là. JBL E120 8 ohms. Donc ça fait un bon petit baffle. Et sur les pourtours, j'ai mis de la mousse que j'ai achetée chez Tout pour le haut-parleur, qui elle n'est pas extrêmement chère. Vous voyez. Et ce baffle, il sonne génialement bien. Donc voilà, il y a un truc que j'ai payé, je sais pas, 30 balles sur eBay. Et alors, j'y avait une grille métallique que j'ai enlevée parce qu'elle vibrait, elle avait de mauvaises vibrations, et j'ai mis du tissu pour les amplis Fender. Et ça, là, maintenant, il n'y a plus aucune vibration. Super dynamique, pas de mauvaise résonance, pas de mauvaise vibration, rien du tout. J'ai même récupéré une poignée d'époque. Là, une jolie poignée d'époque, hein. Elle date des années 50, que j'ai ciré avec du cirage noir. J'ai mon déshumidificateur qui se met en route, je vais l'arrêter, puis on va conclure. Joli, hein, jolie la poignée, là. J'aime bien faire de la récup comme ça. Ah ouais, tiens, je peux vous montrer l'arrière de l'ampli. Voilà. Il est terminé. J'ai laissé les fiches bananes et tout, c'est d'époque, hein. C'est drôle. Alors voilà. L'aventure Nico Shona est presque terminée. Alors évidemment, vous allez être frustré, vous allez dire, mais on veut l'entendre, le truc, etc. Est-ce que Nico va faire un test de l'ampli, filmé et tout? Je ne sais pas, moi. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. On verra. En tout cas, je vous dis au revoir. Et puis bah, là, je pars vers de nouvelles aventures. Là, tiens, ça va dire quelque chose au plus vieux. Enfin, au plus vieux. Ça date des années 90. J'ai un caméléon Rocktron Kabobo. Donc, je suis en train d'essayer de le retaper. D'ailleurs, je lance un appel. Je cherche des encodeurs à cran. Là, comme il y a ici, des encodeurs un peu comme ça, vous voyez, les petits encodeurs, hein, qu'on utilise avec les Arduino, etc. C'est facile à trouver, vous allez me dire, ouais, des 3 pins, hein. Sauf que ils ont 36 crans. Et je ne trouve que des 20, 24 ou 12. Je trouve pas d'encodeur à 36 crans. Donc si vous
si vous savez où on trouver, bah faites-moi signe. Allez, salut!